France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mars. La stupeur tout d'abord aux États-Unis, un important pont s'effondre à Baltimore. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Partir d'Haïti. Plusieurs pays, dont la France, conseillent à ses ressortissants de quitter le pays par hélicoptère. Témoignage à suivre. Après l'attentat en Russie, qui a tué au moins 137 personnes, de nombreuses fausses informations circulent, nous dira dans un instant Grégory Genevrier. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les images sont impressionnantes. La nuit dernière, aux États-Unis, à Baltimore, une importante ville, mais aussi port de la côte est américaine, un porte-container, un bateau long de 300 mètres et large de 48 mètres, a percuté un pont, est entré violemment en collision avec un des piliers qui supportait l'ouvrage. Un peu comme un château de cartes qui tombe, le pont s'est alors écroulé. Plusieurs véhicules qui circulaient sur le pont sont tombés à l'eau. Abla Jounaïdi, bonjour. Bonjour. Le jour s'est levé depuis sur Baltimore. L'heure est encore à la recherche active des victimes. Oui, les équipes de secours recherchent au moins 6 personnes dans une eau glaciale. Des moyens importants sont déployés. Bateaux, drones sous-marins, hélicoptères et plongeurs participent aux recherches. Plusieurs véhicules circulaient sur la route qui dominait le pont avant qu'il ne s'effondre. À cette heure, 2 personnes ont été extraites de la rivière. L'une d'elles se trouvait dans un état critique. C'est ce qu'a précisé le chef des pompiers de Baltimore. L'équipage du navire, lui, est sain et sauf. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que ses membres avaient donné l'alerte aux autorités à la suite d'un problème électrique à bord. C'est ce SOS qui aurait permis de réduire le trafic sur le pont, d'après le gouverneur du Maryland, et donc de limiter le nombre des victimes potentielles. L'enquête continue pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les autorités fédérales, le FBI notamment, y participent. Pendant ce temps, la circulation maritime est interrompue à Baltimore jusqu'à nouvel ordre. Abla Jounaïdi dans votre journal en français facile. Il est 12h03 à Port-au-Prince. En Haïti, les États-Unis, le Canada et la France continuent l'évacuation de leurs ressortissants qui souhaitent quitter le pays. Haïti confronté à une crise politique et sécuritaire. Pas de président, pas de gouvernement, des gangs qui sèment la terreur. Pour les Français qui vivent en Haïti depuis dimanche, ce sont les forces armées françaises qui se chargent des opérations d'évacuation. Témoignage de Christophe. Il est venu travailler en Haïti il y a 4 mois. Son employeur français lui dit de quitter le pays. J'étais en discussion avec ma direction générale qui a préféré me dire de partir pour le moment, le temps que le calme revienne. Il y a quand même pas mal de militaires français. Moi, j'ai discuté avec plusieurs, dont un, pas mal de temps. Il me dit, vous inquiétez pas, là, on a juste nos pistolets, mais s'il faut riposter, il me dit, on a du lourd. Vous connaissez votre destination une fois sur le porte-hélicoptère ? En théorie, à Fort-de-France, c'est ce qu'on m'a répondu. Et ensuite, c'est Paris via un avion commercial, mais quand, je sais pas. Le témoignage de ce Français qui s'apprête donc à quitter Haïti. Témoignage recueilli par Michel Gendre, confrère à Outre-mer la Première. Dans la bande de Gaza, faire taire les armes le plus tôt possible. Après le vote historique d'hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la plus haute instance de l'ONU demande, plus encore exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Plusieurs réactions. Tout d'abord, colère d'Israël, notamment contre les États-Unis qui se sont abstenus, qui n'ont voté ni pour ni contre. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou accuse les États-Unis d'avoir reculé par rapport à une position de principe entre les deux pays. En revanche, pour les Palestiniens, cette décision de l'ONU est signe d'espoir. Le récit à Ramallah d'Alice Froussard.
Dès l'annonce de la résolution, il y avait des cris de joie dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah, cette ville où s'entassent 1,5 million de déplacés. Pour beaucoup, un cessez-le-feu, même s'il n'est que pour la durée du Ramadan, signifierait un retour dans leur maison, un meilleur acheminement de l'aide humanitaire et donc un accès à de la nourriture. Mais à ces sentiments de joie se mêle aussi l'incertitude. Est-ce que cela va vraiment avoir lieu ? Des habitants de Gaza préfèrent ainsi garder un optimisme prudent. Si cela échoue, ce ne serait ni la première ni la dernière résolution de l'ONU à ne pas être appliquée, précisait par téléphone un déplacé. En Cisjordanie, beaucoup estiment surtout que cette décision a trop tardé. Il faut qu'elle soit mise en place immédiatement pour mettre un terme aux souffrances des Palestiniens de Gaza, explique un ancien diplomate palestinien qui aimerait plutôt voir l'exigence d'un cessez-le-feu permanent. Alice Froussard, Ramallah, RFI. Et cet appel du Hamas, le Hamas demande l'arrêt du largage par les airs d'aide humanitaire après des accidents mortels. 18 Palestiniens sont morts, dont 12 noyés en mer en tentant de récupérer de la nourriture parachutée sur la bande de Gaza. Le Hamas appelle à cesser ces largages et à ouvrir plutôt des accès terrestre à l'aide humanitaire. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani a eu un entretien téléphonique aujourd'hui avec le président russe, Vladimir Poutine. Le chef du régime militaire au Niger a notamment présenté ses condoléances, son soutien amical suite à l'attentat terroriste près de Moscou vendredi soir. Les échanges ont aussi porté sur la situation au Sahel. Selon la radio nationale nigérienne, le général Tiani a évoqué la nécessité de renforcer les partenariats entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité. Nous en parlions 4 jours après l'attentat de Moscou. Vladimir Poutine continue de pointer du doigt l'implication de Kiev. Si le président russe a imputé pour la première fois l'attaque à des islamistes radicaux hier soir, il maintient que les terroristes tentaient de fuir en direction de l'Ukraine. Grégory Genevrier, bonjour. Bonjour Adrien. Des accusations sans preuve, partagées sur les réseaux sociaux via une vaste campagne de désinformation. Oui, de faux comptes et de faux articles de presse. La propagande pro-russe utilise une nouvelle fois cette technique pour manipuler l'opinion. Depuis l'attentat, des bots, des faux profils publient sur les réseaux sociaux des images et des vidéos pour faire croire que l'Ukraine serait derrière cette attaque. Ces comptes, en différentes langues, ont tous été créés en mars 2024. Ils n'ont aucun abonné ni aucun abonnement. Ils sont fabriqués pour partager ces contenus trompeurs dans l'espace commentaire de publications populaires, des médias par exemple. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une façon de donner de la visibilité à leur contenu, de faire du clic. Les posts de RFI à propos de l'attaque terroriste ont par exemple été ciblés par cette opération qui repose aussi sur de faux articles de presse. Dernier exemple en date, un faux article du média allemand Der Spiegel attribue directement l'attaque terroriste à l'Ukraine. Ce mode opératoire, ce procédé pensé et utilisé plusieurs fois par les services de propagande du Kremlin, laisse peu de doutes sur l'origine de cette campagne de désinformation. Merci Grégory Genevrier pour toutes ces informations. Emmanuel Macron termine sa visite de 2 jours en Guyane, département français d'environ 300 000 habitants, grand comme le Portugal. Un département qui est aux prises aussi avec d'importantes difficultés. La présidence a promis que tout au long de sa visite, Emmanuel Macron sera au contact de la population et à l'écoute des élus. Le président français s'apprête à aller rendre à présent visite à Lula Inácio da Silva, le président du Brésil. Et puis enfin, ce chiffre en France, le déficit public du pays a été dévoilé aujourd'hui. Il s'élève à 5,5% du produit intérieur brut, soit un déficit pour la France en 2023 d'environ 16 milliards d'euros. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr, mais aussi les lire et les écouter pour mieux apprendre le français. À demain pour une nouvelle édition. Il va être 17h10 à Paris.